La structure de Louise Weiss. Le gros avantage du lycée, c'est que c'est un petit lycée. Donc c'est un lycée qui est à taille humaine. C'est-à-dire que les élèves sont dans un environnement quand même assez entre guillemets, protégé. C'est pas forcément le terme, mais tranquille, où ils vont assez vite se connaître les uns les autres et se croiser facilement par rapport à un gros lycée où il y aurait 1500 ou 2000 personnes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette petite taille humaine, ça rassure aussi les parents, dans la mesure où quand ils vont avoir affaire à quelqu'un, ils vont facilement aussi le trouver, ce quelqu'un, ou du moins avoir un accès à cette personne. Donc ça, c'est aussi un avantage. Ça veut dire aussi que les professeurs connaissent beaucoup plus facilement leurs élèves, dans la mesure où il y a moins de classes, donc il y a moins de professeurs et tout se resserre, c'est-à-dire que le groupe étant restreint, forcément les interactions entre les membres du groupe sont plus importantes. Il y a les mêmes enseignements chez nous à HR que dans les autres lycées. Les mêmes spécialités à partir de la première, c'est-à-dire qu'on offre la même quantité et la même diversité de spécialités qu'il y a dans les autres établissements, ni plus ni moins. Ça veut dire que tout se fait aussi à HR, au même titre qu'à Charles de Gaulle, au même titre qu'au Corbusier, au même titre que Conflans. Voilà. On a les mêmes spécialités. On a les mêmes options. Le latin. On a les sections européennes anglais, la section européenne anglais. On a la LV3 italien. Et on a une option très spécifique qui est le cinéma audiovisuel. Pour un jeune qui est attiré par le cinéma, par l'audiovisuel, par le montage, par le film, par l'image, effectivement, cette option-là existe de la seconde jusqu'à la terminale. Donc, un élève qui est intéressé peut avoir quand même, durant sa scolarité, sur ce sujet-là, moyen d'une motivation importante. Voilà. Et surtout, effectivement, avec un encadrement. Et cette option-là, elle développe aussi des compétences dont l'élève aura besoin dans toutes les disciplines. Donc de l'autonomie, du travail en équipe. Et donc ça peut permettre quand même aussi de valoriser une scolarité d'un élève. Alors on a 760 élèves cette année. D'accord. Il y a 7 classes de seconde. D'accord. 7 classes de seconde générale, 2 secondes professionnelles, à SSP. Les spécialités en première. Vous avez mathématiques, physique-chimie donc, SVT, vous avez histoire géopolitique, vous avez ce qu'on appelle LLCE, donc langue et culture européenne, vous avez ici l'espagnol, l'anglais, vous avez humanité, philosophie, vous avez NSI, et NSI, numérique et système informatique. Voilà, on a... comment? C'est en seconde, c'est SNT. Oui, en seconde, le départ, c'est SNT. Hein. Donc on a dit maths, physique, SVT, histoire géopolitique, humanité, anglais, espagnol, c'est la même chose. Ouais. NSI, je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Voilà. Imaginons qu'un élève rentre à Louise Weiss et qui veuille faire la spécialité SI à partir de la classe de première. Elle n'est pas offerte chez nous. Effectivement, il faut qu'il fasse une demande pour aller dans un autre établissement qui dispense la SI. Après, c'est toute une question de place, puisqu'effectivement, l'affectation en seconde générale, elle est sectorisée. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas demander dès la classe de seconde un établissement dans lequel on imagine faire une spécialité à partir de la première. Donc cette question, elle se pose après la seconde, à la fin de la classe de seconde, et bien entendu, elle existe, puisque ce cas-là peut arriver pour de nombreux élèves. D'accord. Mais effectivement, à ce moment-là, il y a changement d'établissement. Les élèves de troisième donc, vont faire des choix de formation et des choix d'établissement dans leur établissement de secteur, c'est-à-dire dans leur collège de secteur, durant la période de mai à juin. Ils vont formuler des vœux dans leur collège, et leur collège leur éditera ce que l'on appelle une fiche de saisie des vœux. C'est-à-dire que chaque famille recevra un récapitulatif des vœux demandés et signera cette
cette fiche pour bien vérifier que la saisie correspond au vœu émis. Ensuite, il va y avoir une réponse fin juin de l'affectation de l'élève. C'est-à-dire que les familles sauront où leur enfant aura été affecté, dans quel lycée. Ce résultat, il est donné normalement dans les établissements, mais les parents le voient aussi apparaître, ce résultat, dans ce qu'on appelle les téléservices. C'est-à-dire, c'est par Internet, ils le voient arriver avec des codes que normalement le collège leur a fournis. Ce sont via ces téléservices qu'ils vont formuler leurs vœux d'orientation et qu'ils recevront les résultats de cette orientation. Et c'est aussi dans ces téléservices que les familles devront s'inscrire et valider l'inscription dans le lycée. Ok. Il se peut, selon les conditions, que les établissements aussi fassent venir les familles pour ce qu'on appelle une inscription pédagogique. Donc il y a à la fois une inscription administrative, en cliquant j'accepte l'inscription et je choisis telle ou telle langue, ça peut se faire par Internet, mais il y a aussi généralement un déplacement dans les établissements. Les familles seront informées des modalités d'inscription dans chacun des lycées par les établissements. C'est-à-dire que le lycée Louise Weiss d'Achères informera toutes les familles dont les enfants ont été affectés dans l'établissement par un petit mot, une information, et ça, toutes les personnes auront vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, auront vraiment ces informations. D'accord ? Et surtout, ce qui est important, bien valider son inscription dans le lycée avant de partir en vacances. Ne surtout pas imaginer que parce que j'ai eu ma place, je n'ai pas une démarche à faire, il faut confirmer l'inscription. Parce que sinon, si je ne confirme pas, pendant l'été, cette place, elle peut donner à quelqu'un d'autre, si on n'a pas de nouvelles. Il y a deux procédures qui ont lieu en même temps, à partir de maintenant. Il y a tout ce qui concerne l'orientation. L'orientation, c'est est-ce que je veux aller en voie professionnelle ou est-ce que je veux aller en voie générale? Ça, c'est la procédure d'orientation. C'est la réflexion sur la poursuite d'études après le collège. Effectivement, cette réflexion, elle est encadrée par ce qu'on appelle la fiche de dialogue, c'est-à-dire qu'à partir du mois de février et jusqu'au mois de juin, les familles font des vœux provisoires, le lycée, le collège répond par une réponse provisoire, et il y a donc un aller-retour entre la famille, deuxième trimestre et troisième trimestre, un vœu définitif de la part de la famille et une réponse définitive de la part du collège. Ça, c'est l'orientation, c'est-à-dire où mon enfant va-t-il aller, dans quelle voie va-t-il aller l'année prochaine? Une voie professionnelle ou une voie générale? De manière parallèle, et c'est ça qui est souvent très compliqué, c'est que de manière parallèle, c'est-à-dire qu'en même temps, mais sur une autre route, je réfléchis au lycée dans lequel mon enfant va aller. C'est-à-dire que je dois vérifier où mon enfant va aller et dans quelle formation il va aller. Alors, il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est mon enfant a des résultats qui sont de bons résultats, il veut aller en voie générale et tout va bien se passer, il a une réponse favorable au deuxième trimestre et on sait qu'il n'y a pas de souci pour la voie générale. Donc lui, son orientation, elle est déjà actée, il ira en voie générale, il n'a juste qu'à se concentrer sur quel lycée vais-je choisir. Et lui, dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Son lycée de secteur, s'il n'a pas de vœu particulier, et son lycée de secteur, il l'aura par le moteur de recherche sur le site de l'Académie de Versailles ou par son établissement scolaire. Et s'il veut une voie spécifique comme une seconde européenne ou comme une seconde comme chez nous avec du cinéma, de l'audiovisuel, effectivement là, il demandera des établissements très spécifiques et il pourra demander ces établissements spécifiques parce que ces vœux-là sont des vœux dérogatoires, ce qu'on appelle dérogatoires, parce qu'ils sont suffisamment précis pour n'exister que dans certains lycées. Et à ce moment-là, effectivement, même si je ne suis pas du secteur de Louise Weiss à Achères, je peux demander une seconde cinéma audiovisuel à Achères parce qu'elle n'existe que là. Donc, cette demande-là est accompagnée d'une dérogation automatique puisque c'est une formation très spécifique. Voilà. Par contre, cet élève-là, s'il demande une formation très spécifique, il ne sera pas forcément le seul à la demander. Donc il sera en concurrence avec d'autres élèves. C'est pour ça que tous les élèves qui demandent une seconde générale spécifique,
c'est-à-dire avec un nombre de places vraiment limité, doivent sécuriser leurs vœux avec une seconde générale, entre guillemets, ordinaire, dans leur établissement de secteur, parce que s'ils n'ont pas le premier, ils auront le deuxième vœu. Ça, c'est le cas de l'élève qui va aller en voie générale, et c'est très clair. Le deuxième cas de l'élève, c'est celui qui veut déjà aller en voie professionnelle. Il sait qu'il veut aller en voie professionnelle parce qu'il a un projet. Lui, il n'y a pas de souci pour son orientation, on lui donnera un avis favorable, de toute façon, puisque c'est son choix. Et ensuite, il se concentre sur la recherche de sa formation et sur les établissements qui dispensent cette formation. Auquel cas, dans la voie professionnelle, il peut demander n'importe quel lycée puisqu'il n'y a pas de sectorisation dans la voie professionnelle. C'est-à-dire que en habitant Chanteloup ou en habitant, je vais vous dire une bêtise, Saint-Germain-en-Laye, il peut demander un lycée pro à Mantes, il peut demander un lycée pro à Trappes, n'importe où. Ce qui départagera les élèves, ce sont les notes. Et effectivement, dans la voie professionnelle, le nombre de places étant limité dans toutes les formations également, ce sont les notes qui permettent aux élèves d'être classés et d'obtenir leurs vœux de rang 1, de rang 2, de rang 3 ou de rang 4. Voilà. Ça, c'est pour la voie professionnelle. Le troisième cas, c'est l'élève dont les résultats sont particulièrement flous. Ou alors, je veux aller en voie générale, mais j'ai des résultats qui ne correspondent pas. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une incertitude. À la fois parce que les résultats sont incertains, à la fois aussi parce que la représentation que les parents peuvent avoir des résultats de leur enfant leur fait imaginer qu'il pourrait aller en première générale, mais il n'a pas le niveau pour aller en seconde générale, par exemple, mais il n'a pas le niveau pour aller en classe de seconde générale. Donc ces familles-là, on leur demande, et c'est ça qui est difficile, de se projeter à la fois en seconde générale, mais aussi de faire des vœux en voie générale, parce que le fait de mener cette double réflexion, voie professionnelle, pardon, ouais, le fait de mener une réflexion en seconde générale et en seconde professionnelle, ça leur permet d'avancer un petit peu. Et au final, si on supprime l'une, il y aura toujours l'autre qui restera, d'un côté comme de l'autre, parce que la décision, elle se fera sans urgence, mais elle se fera avec une réflexion. Exactement. Et c'est ça qui est important. Alors, ces parents-là, la première question, il faut regarder les résultats de son enfant avec une réelle sincérité. Je prends les bulletins de 6e, 5e, 4e, 3e. Durant ces 4 années de scolarité, il y a quand même un certain nombre de professeurs qui ont vu cet élève. C'est-à-dire qu'on regarde les appréciations, on regarde les notes. Et il y a quand même un sentiment général qui se dessine. Est-ce que mon enfant, depuis qu'il est au collège, quel conseil on lui donne, quel regard on porte sur sa scolarité, sur son investissement dans son travail, sur ses envies, et est-ce que tout ce regard correspond aux attentes d'une classe de seconde générale avec une quantité de travail importante, avec des disciplines qui sont des disciplines souvent très abstraites, et qui quelque part risquent de mettre l'élève en grande difficulté par rapport à une voie professionnelle qui pourrait être plus concrète, qui pourrait permettre à l'élève d'être plus en réussite et surtout de retrouver une image de lui beaucoup plus positive par rapport à son parcours scolaire. Donc, la confiance, effectivement, dans le corps enseignant avec le professeur principal, parce que quand on est parent, si on a une seule personne qui nous dit les choses, bon, on peut se dire il y a un blocage avec cette personne, mais quand vous avez 6 ou 7 professeurs qui portent le même regard sur les 6 ou 7, on peut estimer quand même que la sécurité de la décision, elle existe. Par rapport à votre question, la difficulté par rapport à un élève qui irait en seconde générale, alors qu'il n'a pas forcément le niveau, c'est de se retrouver en fin de seconde encore plus en grande difficulté, c'est-à-dire que la seconde générale va être un amplificateur de difficultés, donc une image de soi encore plus dégradée, un regard de l'école ou un regard sur sa scolarité très compliqué, et puis surtout une possible réorientation quand même très limitée, dans la mesure où les places, le retour en voie professionnelle est très difficile à obtenir, avec des places très compliquées parce que déjà occupées. Alors ça peut toujours se faire à la marge. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où un élève est rentré par exemple en première générale,
et s'aperçoit que la première générale ne lui convient pas et voudrait aller en première technologique. On est dans les établissements, ça s'est fait cette année ici, on étudie la demande du jeune, on vérifie que cette demande elle est cohérente, et s'il y a de la place, on dit bien s'il y a de la place, effectivement on peut le faire. Mais c'est toujours quelque chose à la marge, c'est-à-dire que là, cette année, nous, ça concerne un élève. Une élève qui était en première générale et qu'on a accepté en première technologique ST2S parce que, on avait de la place, c'est-à-dire que ça s'est fait parce qu'on avait de la place, et surtout, ça s'est fait parce que, en cohérence avec le projet du jeune ou de la jeune, voilà, ça c'est important. Mais il faut quand même bien savoir que, après la seconde générale, il y a de nouveau une procédure d'orientation, de nouveau une procédure à FELNET, et après la seconde générale, je vais soit en voie technologique, soit je reste en voie générale, mais une fois que le virage est pris, la route, elle est quand même tracée. C'est-à-dire que ce que vous évoquez, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préparer une stratégie d'orientation sur cette base-là, en disant je vais aller en pro, puis si ça se passe bien, je reviendrai en général. C'est pas forcément une stratégie cohérente, vous voyez. Non, par contre, tout parcours d'élève, s'il est particulier ou s'il est spécifique ou s'il y a un besoin particulier, bien entendu, il est étudié dans l'établissement. On peut attendre de la part des parents et des élèves, quand ils sont en troisième, déjà qu'ils se renseignent bien dans leur établissement sur les mécanismes d'orientation et qu'ils soient attentifs aux conseils qu'on peut leur prodiguer. Ensuite, que ces parents et ces élèves se renseignent quand même s'ils souhaitent aller en classe de seconde ou s'ils souhaitent aller en lycée, que ce soit un lycée pro ou un lycée général, qui se renseignent sur ce qui est enseigné, ce qui est dispensé comme spécificité, spécialité, option dans l'établissement qui demande. Un élève de troisième, quand il rentre chez lui le soir, il doit reprendre tous les cours qu'il a eus dans la journée. Il doit reprendre ses cahiers de tous ces cours-là, apprendre sa leçon, corriger les fautes d'orthographe. Voilà. Il doit ensuite prendre tous les cours qu'il a le lendemain matin, le lendemain au collège. Reprendre les leçons de tous ces cours-là et les revoir. Et ensuite, donc ça fait au moins déjà là 3/4 d'heure, pratiquement 1 heure de travail. Ensuite, il doit faire le travail demandé, les exercices demandés et faire des exercices d'application. C'est-à-dire qu'un élève de troisième, s'il veut imaginer rentrer en seconde générale, il doit être capable d'être organisé, d'avoir une capacité de travailler et d'avoir une ardeur au travail et un investissement déjà conséquent. S'il n'a pas ça, envisager une classe de seconde, c'est très compliqué, dans la mesure où on lui demandera de passer un étage à l'étape supérieure et un étage supérieur dans l'investissement. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que je vois mon enfant travailler tous les soirs, 1 heure, 1 heure et demie? Est-ce que je le vois travailler le samedi, le dimanche, une demi-journée le samedi, une demi-journée le dimanche? Voilà. Si j'ai ça, je peux être assuré en tant que parent quant au fait que mon enfant acceptera une quantité d'efforts importante. Je peux être rassuré quant au fait que mon enfant est organisé dans sa méthodologie par rapport au travail. Est-ce qu'il est capable de prévoir dans la semaine ce qu'il devra faire, le retour des devoirs qu'il doit faire au professeur dans différentes matières? Est-ce qu'il est capable de s'organiser? Donc ça peut se vérifier avec les appréciations que les professeurs vont porter sur le bulletin, et ça peut se vérifier aussi dans les rendez-vous que les parents pourront avoir avec le professeur principal par rapport à ça. Ce qui est attendu d'un élève de seconde, c'est qu'effectivement il soit autonome. Parce qu'à partir de la classe de seconde, les parents vont commencer, non pas à s'éloigner, mais à être moins capables de suivre la scolarité de leur enfant. Moi, je suis incapable, si j'ai un enfant en classe de seconde, je suis incapable de comprendre le programme de mathématiques. Donc ça veut dire que je ne peux pas aider mon enfant en mathématiques. Par contre, je peux aider mon enfant à vérifier qu'effectivement il se mette au travail correctement, qu'il y consacre un temps conséquent, et je peux vérifier avec les professeurs que dans son positionnement en classe, il correspond aux attentes du professeur. Voilà. Il faut envisager l'entrée en classe de seconde comme l'entrée en sixième. C'est-à-dire que ni plus ni moins qu'un changement d'établissement, un changement de cycle. Donc j'accompagne mon enfant au départ en vérifiant effectivement qu'il sait trouver le travail qui lui est demandé,
que je vérifie moi ces notes et que je vérifie que le travail est bien présent. Et effectivement, une fois que j'ai vérifié en tant que parent que les choses étaient lancées, que mon enfant dispose des outils et que ces outils sont complets et que moi je peux aller vérifier, et de toute façon l'établissement va me donner moi un certain nombre d'informations par an par Pronote, les réunions parents-professeurs, les bulletins et d'autres informations. Par exemple, on est dans une période avec des consignes sanitaires, donc régulièrement ces consignes sanitaires sont données sur Pronote. Donc ça veut dire que Pronote est un espace où les parents vont recevoir des informations régulières. Donc effectivement, un parent d'élève devrait se connecter à minima une fois par semaine dans Pronote pour vérifier les informations de la semaine. Par exemple, le dimanche, je regarde ce qui est prévu dans la semaine et je fais le point avec mon enfant. Voilà, tu avais ça à faire, est-ce que c'est fait? Voilà, un petit temps d'échange avec son enfant. Le Pronote ou le NT du collège permettent quand même d'avoir une communication avec les enseignants. Pareil, au lycée comme au collège, vérifier quel est le moyen de communication que chaque professeur utilise. Vous avez des professeurs qui utilisent Pronote, vous avez des professeurs qui utilisent leur mail personnel. Donc, j'ai 10 professeurs cette année. Je mets en face de chaque nom de professeur quelle est l'organisation de la communication avec ce professeur. Voilà.